un podcast Binge Audio. En janvier 2025, la chaîne TF1 a fêté ses 50 ans. Un demi-siècle de télévision célébré comme il se doit par une soirée d'exploration dans les archives. Des archives riches, mais qu'il a fallu, on l'imagine, manipuler avec soin pour éviter qu'on y voit un peu trop l'ex-présentateur vedette du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Car PPDA, désormais, est surtout connu pour les nombreux témoignages décrivant des agressions sexuelles et des viols dont il est accusé, témoignages qui sont devenus des plaintes puis des procédures judiciaires. Mais l'affaire PPDA, comme on la nomme généralement dans les médias, c'est avant tout l'histoire d'une impunité, celle d'un homme qui s'est hissé au sommet de l'industrie télévisuelle et y a exercé des années durant un pouvoir incontrôlé. Cette histoire qui désormais, on l'a dit, est entre les mains de la justice, on a eu envie de vous la raconter dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Attention, cet épisode comporte des récits et des descriptions d'agressions qui peuvent être choquants. En janvier 1992, PPDA est la cible de toutes les rumeurs. Depuis des semaines, les rédactions, les salons parisiens et même les plateaux télé se font l'écho de cette nouvelle insensée. Le très respecté et très admiré présentateur du JT de la première chaîne de télévision se serait rendu coupable d'un bidonnage. Il aurait diffusé en décembre 91 une prétendue interview du dictateur cubain Fidel Castro qui en réalité serait un montage réalisé à partir d'images d'une conférence de presse auxquelles ont été ajoutées a posteriori les questions du journaliste star. Voici à présent la soi-disant interview de Fidel Castro par l'équipe de TF1 telle qu'elle a été diffusée dans le journal de 20h. Observez bien attentivement ces images. Un jour viendra où ce sera possible. Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça va pas devenir le capitalisme ou la mort? En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA et PPDA ne lui a jamais posé cette question. C'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. La phrase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Voilà, Fidel Castro répond bien là à la question qui lui a été posée. Détricoté preuve à l'appui par Pierre Carles sur Antenne 2, la révélation du bidonnage aurait coûté sa place à n'importe quel autre journaliste. Ou au minimum, ça lui aurait valu une exclusion temporaire de l'antenne. Sauf qu'il ne s'agit pas de n'importe quel journaliste. Et comme le dira des années plus tard Michel Cotta, qui à l'époque dirigeait les rédactions de TF1 et était donc de fait la patronne de PPDA, on ne vire pas Patrick Poivre d'Arvor. Ce moment de sa carrière, s'il paraît assez anecdotique au regard des accusations bien plus lourdes dont il fait l'objet aujourd'hui, il illustre quand même très bien à quel point PPDA pouvait se permettre, au fait de sa gloire, de faire ce qu'il voulait, au mépris des règles les plus élémentaires d'une profession dont il était censé incarner l'un des principaux visages. Et cette impunité totale, elle est au cœur de l'affaire qui nous intéresse plus précisément, et elle ne vient pas de nulle part. Patrick Poivre d'Arvor ne s'appelle pas Patrick Poivre d'Arvor, mais bien Patrick Poivre. Il est né en 1947 à Reims, dans une famille plutôt bourgeoise. Il suit une scolarité brillante, perturbée, ceci dit, par la maladie, une leucémie dont il fera le récit des années plus tard, lorsqu'il entamera une carrière d'écrivain. En attendant, il s'est déjà trouvé un nom de plume, en adoptant le pseudonyme de son grand-père, auteur de poèmes, sous l'alias de Jean d'Arvor. À l'aube de ses débuts dans le journalisme, entamé après un passage par Sciences Po, Patrick Poivre devient donc Patrick Poivre d'Arvor. Avant de devenir l'un des visages de la télévision, il s'essaye à la critique dans les pages de journaux globalement classés à droite, notamment chez Valeurs Actuelles. Il faut dire que, contrairement à ce qu'il tentera de faire croire des années plus tard, PPDA revendique à l'époque une affiliation du côté de ce qu'on appellera bientôt les giscardiens, soit la droite décidée à se détacher de l'héritage d'un général de Gaulle presque sorti du jeu politique.
C'est ainsi qu'à la fin des années 60, PPDA fonde la section de Champagne-Ardenne des Jeunes Républicains Indépendants, la section jeunesse du parti du futur président Valéry Giscard d'Estaing. Frayant avec les caciques de l'organisation, il sympathise avec Michel Poniatowski, c'est le bras droit de Giscard, le futur ministre de l'Intérieur. Ce dernier tente même, si on en croit une biographie parue dans les années 90, de faire embaucher le jeune journaliste à la rédaction du Figaro, mais sans succès. L'aventure politique de PPDA, elle prend fin en 1971. Il quitte ses camarades des Républicains Indépendants pour une autre maison, France Inter. France Inter, il est 20h. Interactualité présentée par Bernard Valette. Bien, je voudrais vous dire encore que sous la présidence de Roland Dordain, directeur de la radiodiffusion, le jury chargé de désigner le lauréat de l'émission de Pierre Vigne, Envoyé spécial, organisée par France Inter, s'est réuni cet après-midi à la Maison de la Radio. Il a élu à l'unanimité Patrick Poivre d'Arvor pour son reportage sur les Philippines. Patrick Poivre d'Arvor se voit ainsi recruté pour une période d'1 an à l'information radiophonique. Thierry Roland, les sports. Reporter, présentateur, chargé de la revue de presse, il enchaîne les casquettes avant de quitter la radio au milieu des années 70 pour rejoindre la télévision, en l'occurrence Antenne 2, où il s'occupe essentiellement de politique comme chef de service. Jusqu'au 16 février 1976. Ce jour-là, pour la première fois, les téléspectateurs de la deuxième chaîne découvrent un visage qui va vite devenir excessivement familier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement, 12 morts, 7 dans les Pyrénées, 5 dans les Alpes. C'est son premier JT en tant que remplaçant. Et dès l'été 76, le voilà titulaire du 20h avec 2 autres acolytes, Daniel Bilalian et Didier Leca. Les 3 hommes se relaient à la présentation, mais cette organisation ne dure pas bien longtemps. L'année suivante, PPDA est seul aux commandes du 20h. C'est là que commence à s'écrire sa légende, celle du journaliste le plus identifié de France. Ce sont ses années fastes. Giscard, son ancien patron politique et président, et lui règne en maître sur un JT qui l'emmène aux 4 coins du monde et dont il fait un véritable rendez-vous. En 1981, catastrophe. On lui impose de partager son domaine avec une femme. Christine Ockrent hérite de la lourde tâche d'incarner une semaine sur 2 le JT d'Antenne 2 qui ne cesse de gagner en ampleur, allant jusqu'à devancer en audience celui de TF1 jusqu'ici indétrônable. Mais en 1983, la coupe est pleine, Christine Ockrent est nommée rédactrice en chef du 20h et lui décide de claquer la porte du JT. S'ensuivent quelques années consacrées à la presse écrite, à l'animation d'émissions tantôt sur France 3, tantôt sur la toute nouvelle chaîne Canal+, des romans, des chroniques à la radio, une petite parenthèse qui se referme avec l'imminence d'un véritable séisme dans l'audiovisuel français, la privatisation annoncée de TF1, vendue par l'État au milliardaire Francis Bouygues. Depuis 10 minutes, TF1 n'est plus une chaîne de service public. C'est ce jeudi officiellement, en effet, que M. Francis Bouygues prend les commandes de la une désormais privée. Pour sa dernière soirée de service public, TF1 s'est offert ce soir 3 heures de gala à Port-Marly, dans la région parisienne, avec la participation de 6000 invités et de toutes les vedettes de la chaîne, sous la conduite, vous l'avez vu, de Hervé Bourges, président de TF1 depuis 1983. Cette privatisation, elle est officielle à compter du printemps 87. Charge est donnée à ses nouveaux patrons, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, de relancer la grand-messe du 20h et de reprendre à Antenne 2 la place de premier JT de France. Ça tombe bien, car ils ont dans leur manche un atout. Depuis un peu plus d'1 an, PPDA a fait son entrée dans les locaux de TF1. Il y présente une émission du dimanche au succès modeste, mais il a tapé dans l'œil du duo de patrons qui se décide à lui confier les rênes du 20h dès le mois de septembre 87. Un comeback en grande pompe et le début de 21 années de règne sans partage. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. C'était donc la rentrée un peu pour tout le monde aujourd'hui avec son cortège de bonnes et moins bonnes nouvelles. Alors il n'est pas encore aussi à l'aise qu'il le sera par la suite, mais il arbore déjà cet air de confiance et cette voix si singulière qui vont devenir sa marque de fabrique.
Pendant 2 décennies, donc, il va incarner le rendez-vous de 20h, dépassant rapidement la concurrence pour devenir le journaliste le plus vu de France et même d'Europe. Durant ces années, il croise des chefs d'État, des ministres, des stars du cinéma, de la chanson, et il devient lui-même une vedette. Il signe des romans, il est parodié au Guignol de l'Info, il obtient la création d'une émission littéraire dont il assure l'animation. Sa vie privée est scrutée par les journaux People. Bref, il est à tout point de vue un journaliste star. Déjà, durant ces années où tout semble lui réussir, plusieurs ombres commencent à apparaître. Sur le plan personnel, il est frappé par un drame. La maladie puis la mort brutale de sa fille, Solène, à l'âge de 20 ans, en 1995, après des années de lutte contre l'anorexie mentale. Il va consacrer plusieurs livres à sa fille et soutenir la création d'un lieu dédié aux personnes qui souffrent, elles aussi d'anorexie, la maison de Solène. À peu près à la même époque, au milieu des années 90, il se retrouve mêlé à une affaire un peu tombée dans l'oubli, l'affaire Pierre Boton. Pierre Boton, c'est un homme d'affaires lyonnais, très introduit dans le milieu du showbiz, qui aime fréquenter les stars, parmi lesquelles PPDA. Mais Pierre Boton, c'est aussi le gendre d'un homme politique qui prend de l'ampleur dans ces années 90. Michel Noir, le député maire de Lyon, nouvelle étoile montante de la droite, à qui on prête un destin national. Seulement voilà, la justice a commencé à s'intéresser aux affaires de Boton. Et elle découvre que ce dernier n'hésite pas à user de largesse financière auprès de ses relations dans les médias pour favoriser l'ascension de son beau-père. Résultat, en janvier 1996, Boton est envoyé en prison, Michel Noir est fini politiquement et PPDA est condamné à 15 mois de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. La justice lui reproche d'avoir accepté des voyages, des invitations à des grands prix de Formule 1 ou des séjours dans de luxueuses résidences, le tout sans trop s'intéresser à l'origine des fonds utilisés pour ces sympathiques cadeaux. PPDA assure n'avoir jamais aidé son ami Boton en contrepartie, ce que l'intéressé a toujours contesté, disant de son côté que ces largesses venaient récompenser des coups de pouce du journaliste star. À l'issue de sa condamnation, ce dernier va recevoir une punition supplémentaire, sans doute la plus dure à ses yeux. Il est privé de JT par TF1 pendant 3 mois. Mais la mise au placard est vite oubliée. Dès le mois d'avril 1996, il est de retour à l'antenne. Jusqu'au milieu des années 2000, PPDA consolide sa position dominante à la tête de son JT. Il continue de recevoir les noms les plus en vue, à animer des soirées électorales et à tenir régulièrement le rôle très envié d'intervieweur présidentiel. À quel pourcentage de chances vous pensez que l'on peut échapper aujourd'hui à la guerre? On la sent inévitable. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que même si c'était 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million, ça ne diminuerait en rien ma détermination à tout faire pour que l'on puisse régler le problème irakien sans faire la guerre. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'imagine qu'on aura l'occasion de vous retrouver à New York ou ailleurs. Je vous remercie. La télé française organise ponctuellement ces moments de communication très régaliens, où une poignée de journalistes, finement sélectionnés bien sûr, se rassemblent pour s'entretenir avec le chef de l'État. Parfois avec beaucoup de déférence, parfois avec un peu plus d'irrévérence. Au crédit de PPDA, même si on sait qu'il ne renacle pas à fréquenter le gratin, on peut noter qu'il lui arrive d'être assez incisif. Face à Mitterrand, qu'il taquine sur la cohabitation avec Balladur. Face à Chirac, qu'il vient asticoter sur ses affaires et sur l'immunité présidentielle. Et face à Nicolas Sarkozy. Mais là, ça va lui coûter cher. En 2007, l'ancien ministre de l'Intérieur accède à l'Élysée. L'une de ses premières sorties internationales, c'est le sommet du G8, avec les chefs des plus grandes puissances mondiales. Et elle se solde, cette sortie, par une petite polémique. À l'issue d'une rencontre à huis clos avec Vladimir Poutine, Sarkozy se présente face à la presse et semble un peu ailleurs. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. Les images font le tour du monde. On spécule sur l'état du président français. Des journalistes belges font l'hypothèse que la rencontre s'est faite avec un peu trop de vodka au menu. On apprendra en réalité des années plus tard que la raison de cet air hébété,
c'est la violence de l'échange avec Vladimir Poutine qui a dit texto à Sarkozy « Si tu continues à me parler sur ce ton, je t'écrase ». Des menaces, des insultes qui rendent le chef de l'État français complètement groggy. Mais ça, en 2007, on ne le sait pas encore. Alors qu'en quelques mois après ce G8, Sarkozy se retrouve face à PPDA pour l'une de ses fameuses interviews présidentielles, le sujet revient. En parlant d'un autre sommet, celui qui a eu lieu, celui du G8, on vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres ? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus juste un mot. Sévères. Petit garçon, franchement, à 52 ans, Monsieur Paul d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Non, mais vous avez l'air content. C'était pas du tout un reproche, là. C'était. Monsieur, oui, bien sûr. Et on sentait que vous étiez. C'était même un compliment. Crime de lèse-majesté. Sarkozy, si on en croit les confidences de PPDA des années plus tard, ne lui pardonnera jamais et va ourdir pour que l'impudent soit châtié. Alors si on ne sait pas exactement à quel point cette fâcherie va peser dans le destin de l'animateur, une chose est sûre, ses jours à TF1 sont comptés. Et l'impensable survient le 8 juin 2008, avec l'annonce de la part de la chaîne du départ imminent de sa star, virée. Il tire sa révérence avec un dernier 20h le 10 juillet 2008. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu Vatte. Les années suivantes, PPDA ne disparaît pas pour autant totalement des radars médiatiques. On l'aperçoit sur Arte, sur France 5, sur LCP, sur CNews, sur France 3. On l'entend sur RTL, sur Radio Classique. Et il poursuit sa carrière d'écrivain très influent dans les cercles littéraires et les jurys des nombreux prix auxquels il participe. Une pré-retraite très active pour celui qui en 2021 approche des 75 ans. Une pré-retraite qui prend une tournure très particulière lorsque paraît le 19 février 2021 le journal Le Parisien qui affiche en une la photo de l'autrice Florence Porcel avec ce titre « #MeToo, la femme qui accuse PPDA ». Dans l'enquête que publie Le Quotidien, on découvre que la jeune femme a déposé plainte contre l'ex-star du 20h pour 2 viols commis en 2005 et 2009. Le récit qu'elle livre est glaçant. Tout commence par un échange de lettres. Florence Porcel a 20 ans, elle est étudiante, elle songe à une carrière d'autrice et elle est touchée par les livres de PPDA. Elle lui écrit pour le lui dire et lui montrer ses propres écrits. Elle a alors la surprise de recevoir un coup de téléphone de l'animateur, d'abord courtois, puis qui dérape très rapidement. Il lui demande de se décrire physiquement, lui pose des questions sur sa sexualité, puis lui propose de venir dès le lendemain assister au JT. Flattée, quoique un peu gênée par le ton de la discussion, elle accepte et se rend donc à la Tour TF1 le 8 novembre 2004. À l'issue du journal, une assistante l'emmène jusqu'au bureau du présentateur. Il l'y rejoint, il n'est pas très bavard. Subitement, il ferme la porte, lui propose un verre d'alcool avant de l'agresser sexuellement. Tétanisée, la jeune femme subit un rapport auquel elle assure n'avoir à aucun moment consenti, un viol donc. Déboussolée, écrasée par l'aura du présentateur, la jeune femme s'enferme dans un déni puissant. Elle va même jusqu'à se persuader qu'elle entretient des sentiments amoureux pour PPDA. Elle va donc le revoir, elle aura même un rapport consenti avec lui. Elle expliquera qu'il s'agissait aussi pour elle de ne pas uniquement subir cette relation pourtant frappée du sceau de l'emprise. Les liens avec PPDA se distendent et elle le revoit une nouvelle fois en 2009. La scène ne se passe pas à TF1 où il ne travaille plus, mais dans les bureaux de la société de production où il s'occupe d'émissions littéraires. Venue pour un entretien dans le cadre de son mémoire de fin d'études, la jeune femme raconte aux enquêteurs, lors du dépôt de sa plainte en 2021, qu'elle avait même choisi de ne pas enlever son manteau pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le cadre de la discussion. Pourtant rapidement, selon son récit, PPDA cesse de lui répondre et l'agresse. Elle le repousse, lui dit non, il la viole à nouveau. Elle songe à déposer plainte mais renonce face à l'épreuve titanesque que représente le fait de s'en prendre à un homme aussi célèbre et aussi puissant. Et puis, à la fin des années 2010, les choses changent. MeToo
L'affaire Weinstein, la libération de la parole et de longues années de psychothérapie ont fait changer de perspective à la jeune femme. Elle écrit un roman à clé, Pandorini, dans lequel elle raconte en filigrane son histoire, puis se décide à solliciter la justice en février 2021. Ayant eu vent de la plainte et de l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre, les journalistes enquêtent. Et ils n'ont pas trop de mal à trouver de quoi alimenter leurs articles. Car dans le milieu des médias parisiens, PPDA a ce qu'on appelle une réputation. On dit de lui qu'il est un don juan, un tombeur, qu'il aime passionnément les femmes. Ça, c'est la version de ses proches. Les autres parlent d'un dragueur compulsif, d'un harceleur, d'un obsessionnel lourdingue qui ne manque jamais une occasion de se retrouver seul dans l'obscurité tamisée de son bureau avec de jolies jeunes femmes souvent venues à lui pour parler boulot, littérature, télévision, mais qui doivent subir ses mains baladeuses et ses questions incessantes sur leur vie intime. Les premiers témoignages viennent confirmer le scénario décrit par Florence Porcel. Il dresse le portrait d'un homme persuadé de son droit absolu sur toutes celles qui lui plaisent, protégé par un statut d'intouchable. Confronté à ces accusations, PPDA réagit via son avocat. Il nie en bloc et annonce son désir de porter plainte pour diffamation. La direction de TF1, elle, jure ses grands dieux qu'elle n'a jamais été alertée d'une quelconque agression ou de situation problématique. Et le 3 mars 2021, il a le droit à une tribune massive. L'émission Quotidien, diffusée sur TMC, filiale du groupe TF1, lui offre 20 minutes de seul en scène. En plateau, il déroule face à un Yann Barthès très effacé sa ligne de défense. Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol... Mais je vous dis que absolument pas. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Désolé de vous poser cette question aussi crue. Je n'ai jamais parlé de ma vie privée. Jamais. Et la question que vous me posez est très précise. Je donnerai la réponse aux enquêteurs si les enquêteurs jugent bon de me convoquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Devant sa télévision, ce soir-là, une femme bouillonne. C'est Hélène Devinck. Elle est journaliste, c'est une figure bien connue de la chaîne LCI. Elle sort tout juste d'une rupture très médiatique avec son ex-mari, l'écrivain Emmanuel Carrère, avec qui elle a dû batailler par médias interposés pour ne pas voir sa vie privée étalée dans son nouveau livre. Et voilà qu'elle assiste au récital de PPDA. Une phrase en particulier l'a fait sortir de ses gonds. L'ex-star du 20h explique que les accusations à son encontre, outre celles de Florence Porcel, ne sont que le fait d'anonymes. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir, les yeux dans les yeux, me dire « mais non, là, c'était pas bien », etc. La journaliste décide de répliquer. Elle qui, entre 1991 et 1993, fut l'assistante de PPDA. Elle qui a dû subir pendant longtemps ses avances lourdingues, et bien pire encore. Elle décide de témoigner auprès de la police, puis dans les colonnes du journal Le Monde sous son propre nom, les yeux dans les yeux. Ça va ? Il ne t'emmerde pas trop ? Combien de fois m'a-t-on posé la question dans ces années 90 naissantes ? J'ai 24 ans, je termine un master de sciences politiques, je rêve de journalisme, je veux témoigner de mon époque. Et je rédige une partie du journal télévisé le plus regardé de France. Une aubaine pour un début de carrière. Invariablement, je réponds, je gère. Et ça a été vrai pendant plus d'1 an. J'ai demandé qu'on soit 2 sur le poste, j'ai évité les tête-à-tête dans son bureau. Je le craignais, j'étais prudente, j'encaissais ses colères sans me plaindre. Il avait l'âge d'être mon père. Il ne me plaisait pas, et puis un soir, je n'ai plus su gérer. Quelques minutes poisseuses dont le récit est réservé aux enquêteurs. Je me suis tue. Pour longtemps. Cette rupture du silence, elle va toucher d'autres femmes. Une dizaine d'abord, puis une vingtaine qui toutes décrivent des attitudes, des propos, des gestes et des stratagèmes semblables. De nouvelles plaintes sont déposées, mais en juin 2021, l'enquête ouverte dans la foulée des accusations de Florence Porcel est classée sans suite pour prescription et absence de preuves. C'est la douche froide. Dans les colonnes du Monde, à nouveau, Hélène Devinck s'interroge. Si 23 femmes qui viennent parler, ce n'est pas une preuve, qu'est-ce que c'est, une preuve ? Malgré ce revers judiciaire, les femmes qui accusent PPDA ne renoncent pas à faire entendre leur voix. Les enquêtes journalistiques se multiplient, les témoignages aussi. Dans la presse, à la radio, à la télévision, on décrit encore et toujours le système de prédation bien rodé du présentateur.
Des femmes jeunes, parfois fragiles, souffrant pour certaines d'anorexie et venues à lui via ses écrits sur sa fille Solène, mais aussi des journalistes, des autrices qu'il parvient à isoler dans la tranquillité de son bureau, d'une chambre d'hôtel ou de son appartement de Neuilly-sur-Seine. Les femmes interrogées décrivent également le climat très lourd qu'il installait dans ses échanges avec les jeunes femmes croisant sa route, qu'il bombarde de questions sur leur vie privée. Vous êtes mariés ? Vous êtes fidèles ? Elles sont des dizaines à avoir dû subir cet interrogatoire répétitif et humiliant, parfois devant de hauts gradés de TF1, consternés ou amusés. En avril 2022, PPDA dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 des femmes qu'il accuse de violences sexuelles et de viol. En réponse, elle décide de prendre une nouvelle fois la parole et le 20 mai 2022, Mediapart publie une émission vidéo aux proportions historiques. C'est un événement exceptionnel. Jamais les femmes dont vous allez entendre les récits n'avaient été réunies dans une même émission. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire. Certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui. Bonjour à toutes. Vous venez de partout en France, vous êtes journaliste, autrice, mais aussi employée de magasin, enseignante, bibliothécaire. Vous avez en commun d'avoir témoigné dans l'enquête judiciaire contre Patrick Poivre d'Arvor, présentateur star du journal télévisé de TF1 pendant 20 ans. Vous avez dénoncé des comportements problématiques, du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, des viols. 2 d'entre vous étaient mineurs au moment des faits présumés. 8 d'entre vous ont dénoncé un viol. Sur le plateau, aux côtés des journalistes de Mediapart, elles sont 20 femmes à témoigner. 18 d'entre elles à visage découvert. La vidéo est une déflagration. Elle a été vue d'ailleurs plus de 2 millions de fois. Les témoignages sont bouleversants, tout comme la solidarité qu'affichent ces femmes de tous les âges, de tous les milieux, qui jusqu'ici ne se connaissaient pas. Elles font bloc pour dire qu'elles n'ont plus peur et leur courage inspire de nouvelles femmes. En septembre, Libération publie une nouvelle enquête sur le monde de l'édition et sur sa complaisance envers PPDA. Elles sont maintenant près de 90 à avoir témoigné contre lui. C'est du jamais vu. La justice, elle, revoit sa copie. Toujours en septembre 2022, le classement sans suite, décidé l'année passée, est annulé. Les juges se basent pour cela sur le concept de la sérialité. Il s'agit de démontrer qu'un même auteur a agi sur le même profil de victime avec le même mode opératoire, ce qui permet d'étendre les investigations à des faits normalement prescrits. En matière de violence sexuelle, le recours à la sérialité est une grande première. PPDA est entendu par les enquêteurs au printemps 2023, puis mis en examen pour viol en décembre 2023. Là aussi, pour cette affaire, c'est une première. Ça ne veut pas dire pour autant que les témoignages s'interrompent, au contraire. En octobre 2024, le journal Le Monde publie une information consternante. Le quotidien révèle qu'en 2005, soit plus de 15 ans avant que les agissements de PPDA ne soient révélés au grand public, l'animateur a déjà fait l'objet d'une plainte et d'une enquête pour viol. Le récit des faits sonne tristement similaire à tout ce que des dizaines de femmes ont déjà raconté. Caroline Merlet, une jeune femme souffrant d'anorexie, écrit à PPDA pour lui faire part de son admiration. Il l'invite à assister au JT, elle se retrouve dans son bureau, elle explique qu'il l'embrasse brutalement puis la viole avant de la laisser planter là, devant la tour TF1, en lui disant qu'il est pressé, on l'attend sur France 2 pour une émission consacrée aux personnalités préférées des Français. Après quelques mois de sidération, d'hésitation, au cours desquels elle écrit à nouveau à l'animateur, elle finit par porter plainte. Jugée crédible par les enquêteurs, les accusations font l'objet d'une enquête. PPDA est entendu, il nie, mais surtout, les policiers se déplacent sur les lieux du crime présumé, à savoir les locaux de TF1. Problème, on l'a dit, depuis que l'affaire PPDA a éclaté en 2021, la ligne de défense des dirigeants passés et présents de la première chaîne est la même. On ne savait rien, on n'a jamais rien su. Comment expliquer alors cette visite policière au siège de TF1 qui a difficilement pu passer inaperçue en 2005 ? Les 2 grands patrons de l'époque ne sont plus là pour répondre. Patrick Lelay est décédé en 2020, Étienne Moujotte en 2021. Et chez les survivants, à commencer par Robert Namias, directeur de l'information à l'époque, on ne sait plus très bien comment répondre. On avance l'idée que PPDA et ses assistantes, qui l'ont toujours farouchement défendu, avaient mis en place un système parallèle permettant de cacher aux dirigeants une partie des allées et venues dans le bureau du journaliste. Namias concède tout juste, devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans le cinéma et l'audiovisuel, on a raté quelque chose. « 20 ans, 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 20 ans,
Au total, 45 femmes ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor. On ignore si un procès aura lieu un jour. L'animateur, lui, continue de nier l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Merci à Paul Berthiaud qui signe la réalisation de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.